Bonsoir à tous, ce soir, nous parlons des contes de fées. On pourrait dire beaucoup de choses sur les contes de fées. Est-ce que c'est un moyen de transformation de la subjectivité? Est-ce que c'est un moyen de transformation de notre identité, de nos états d'esprit? Alors, il y a plusieurs approches déjà bien cartographiées pour les contes de fées. Il y a l'approche de Jung avec les archétypes, il y a l'approche de Bettelheim, plus analytique, la grande approche de Joseph Campbell sur une approche plus initiatique. Ce soir, on reçoit Jean-Pascal de Bailleul. Jean-Pascal a une approche un peu différente de tout ça, qu'il va vous expliquer. Pour te présenter rapidement, Jean-Pascal est un spécialiste des contes de fées, il est PNListe, il est praticien en hypnose ericksonienne. Jean-Pascal, tu as créé une méthode de thérapie par les contes de fées, et tu as écrit 7 livres sur le sujet. 7 livres sur le sujet. Actuellement, tu fais de la formation de formateurs, approche par les contes de fées pour faire du coaching. Tu fais une approche thérapeutique, thérapie hypnotique régressive et contes de fées. Et le dernier point, développement personnel en quelques mois. 5 mois? C'est ça, une pratique créatrice des contes. Pratique créatrice des contes. Mais en fait, je vais te laisser le relais. Je vous demande de l'accueillir, Jean-Pascal de Bailleul. Merci, tout d'abord, je suis ravi d'être avec vous ce soir. Dans ce cours d'hypnologie, n'est-ce pas, qui a quelque chose de très ambitieux, puisque c'est manifestement l'étude du sujet de la transformation de la subjectivité, et sujet immense, voire infini, comme l'univers des contes. Il y a une familiarité, on devrait être en bonne entente, en fait. Je viens donc vous apporter un regard de l'univers des contes merveilleux, mais vous vous intéressez aussi à ce champ d'étude de la conscience. L'hypnose s'intéresse beaucoup à l'inconscient, au maniement de l'inconscient, mais en réalité, ce qui n'est pas conscient, c'est ça la conscience, c'est ce qui n'est pas conscient. Et la conscience suprême, elle-même, elle est inconsciente. Donc, à explorer l'inconscient, on se retrouve à un certain moment dans un champ de conscience sans limite. Donc vous êtes des aventuriers d'un univers sans limite, ce qu'est l'univers des contes de fées. Les contes de fées sont des reprises des grands thèmes de la mythologie d'autrefois. La mythologie qui met en scène les héros et les dieux, les héros étant par rapport aux dieux les vecteurs pour mettre en ordre le monde. Les grands dieux de l'Olympe ont pour fonction de mettre en ordre le monde des énergies chaotiques, et c'est à travers les héros que se fait cette mise en ordre. Donc ce sont de grandes instances, les dieux sont des grandes instances archétypales, des grandes instances de vérité, on pourrait dire, qui ont pour mission d'ordonner le monde, et c'est à travers des héros qu'elles le font, ces instances. L'univers des contes, c'est le même. On comprend, c'est une chose qu'on comprend très bien quand on voit comment, si vous vous réunissez en petit comité et que vous voulez vous raconter les mythes, vous allez les raconter d'une manière contée, c'est-à-dire sous l'angle des modes d'emploi, des recettes dont les mythes sont porteurs, c'est-à-dire sur cette mise en ordre. C'est-à-dire que les contes reprennent les grands thèmes de la mythologie, mais pour des cercles restreints, où ce qui nous intéresse, c'est le mode d'emploi, la recette, par rapport à des situations extrêmes. Les contes commencent toujours mal. Ils finissent bien, ça on le sait, mais ils commencent toujours mal. Et ils donnent la procédure pour sortir de l'impasse par des moyens miraculeux, contes merveilleux, contes de fées, contes merveilleux, contes qui enseignent le miraculeux. Donc ce miraculeux, qu'est-ce que c'est? D'une certaine manière, vous le connaissez, ce miraculeux. Dans le traitement hypnotique, vous faites des miracles, franchement.
vous arrivez à dénouer des choses d'une façon étonnante. Vous touchez le merveilleux. Donc, ce merveilleux des contes, ce miraculeux, n'est pas sans rapport avec cette façon de contourner les obstacles, les résistances, à travers des prises de conscience, des insights, des ouvertures. J'aimerais, d'une certaine façon, avant de commencer, là je commence, je me laisse emporter à vous dire des généralités sur les contes, j'aimerais, avant de vous dire des généralités sur les contes, et je pense que vous en avez besoin, vous le souhaitez, hein, par rapport à votre situation, l'hypnologie, donc pourquoi a-t-on collé les contes dans ce domaine de l'hypnologie? Ce que j'aimerais avant tout, c'est poser un conte au milieu de nous. Qu'est-ce que vous en dites? Oui. Hein? Comme ça, on aura une histoire avec nous. Et c'est une histoire d'ailleurs qui peut venir faire miroir au chant en question, ou à ce qu'implique la pratique hypnotique. Donc j'ai apporté une histoire, je ne vais pas la raconter, je vais la lire, comme ça on va la poser au milieu de nous, et elle sera là à la disposition pour tout le monde. Ce n'est pas par mon art de raconter et de vous embarquer que vous allez rencontrer ce conte. C'est plus agréable, c'est sûr. Non, je vais le poser au milieu de nous comme un objet d'étude. Comme ça, on pourra en parler librement. Alors, je vous invite à l'écouter comme une histoire qui a quelque chose à vous dire, qui pourrait vous concerner. Alors vous allez vous dire, en quoi ça me concerne? Ben voilà, c'est très bien d'avoir cette idée et ce questionnement. En quoi ça me concerne? Hein? Il était une fois un roi qui avait une fille. Il s'était fait bâtir une montagne de verre. Il avait annoncé que celui qui la gravirait sans tomber épouserait sa fille. Or, il y avait à ce moment-là un jeune homme qui aimait la princesse et qui s'en vint demander sa main au roi. « Je la lui donnerai, dit le roi, s'il est capable de monter jusqu'au sommet de la montagne sans tomber. » Sur quoi la princesse déclara qu'elle voulait faire l'ascension avec lui et le retenir s'il devait tomber. Le roi accepta. Ils entreprirent ensemble l'ascension et commencèrent à monter vers le sommet. Mais lorsqu'ils furent à mi-chemin, voilà que la princesse glissa et tomba de là-haut. Mais la montagne de verre s'ouvrit et elle tomba et disparut au fond de la crevasse. Son fiancé eut beau chercher, il ne la vit point, car la montagne s'était refermée aussitôt comme avant sa chute. Il pleura et se lamenta désespérément, et le roi lui aussi fut terriblement choqué. Il ordonna qu'on ouvrît la montagne en espérant la retrouver. Mais il fut impossible de découvrir l'endroit où elle avait disparu. Pendant ce temps, la princesse était tombée tout au fond de l'abîme, où elle était arrivée dans une vaste caverne. Survint alors un vieux bonhomme à barbe grise, une excessivement longue barbe grise. Et il lui dit qu'elle aurait la vie sauve si elle acceptait d'être sa servante et faisait tout ce qu'il lui commanderait. Sinon, il la tuait tout de suite. Alors, elle fit tout ce qu'il voulut. Au matin, il tire son échelle de sa poche, le vieux bonhomme. Il la dresse contre la montagne et monte au sommet, d'où il tire ensuite l'échelle à lui, tout là-haut. Pendant qu'il n'est pas là, elle doit lui faire la cuisine, son ménage, le lit, enfin tout le travail. Mais lui, quand il rentre chez lui, il rapporte toujours des quantités d'or et d'argent avec lui. Elle y passa des années, et il était devenu très vieux, vraiment très vieux. Et maintenant, il l'appelait Dame Rouge-Homme, Madame Rouge-Homme, tandis qu'elle devait l'appeler Vieux Cric-Crac.
Une fois de plus, il était reparti par en haut. Et alors elle lui fit son lit, elle lava sa vaisselle, et puis elle s'en alla fermer toutes les portes et les fenêtres bien solidement, à l'exception d'une lucarne, par où entrait la lumière, et qu'elle laissa ouverte. Quand le vieux Cric-Crac fut de retour, il frappa à la porte et appela « Madame Rouge-Homme, ouvre-moi la porte !»« Non, dit-elle, je ne t'ouvrirai pas la porte, vieux Cric-Crac. Je suis le pauvre vieux Cric-Crac, debout dehors sur mes tibias, mes vieux tibias 17 fois longs. Fais ma vaisselle, dame Rouge-Homme !» Ainsi criait-il du dehors, et elle lui répondit que la vaisselle était faite. « Je suis le pauvre vieux Cric-Crac, debout dehors sur mes tibias, mes vieux tibias 17 fois longs. Fais-moi mon lit, dame Rouge-Homme. »« Ton lit, mais je l'ai déjà fait, répondit-elle. « Je suis le pauvre vieux Cric-Crac, debout dehors sur mes tibias, mes vieux tibias 17 fois longs. Ouvre la porte, dame Rouge-Homme. » Et comme elle ne veut toujours pas ouvrir, il se met à courir et fait le tour de sa maison. Et quand il voit que la petite lucarne n'est pas fermée, il pense à aller regarder par là ce qu'elle peut bien faire à l'intérieur. Pourquoi elle ne lui ouvre pas la porte? Mais il n'arrive pas à introduire sa tête à cause de sa longue barbe qui le gêne. Et pour pouvoir le faire, il passe d'abord sa barbe par la lucarne, toute sa longue barbe. Mais dès qu'elle est dedans, Madame Rouge-Homme accourt et elle ferme la lucarne, qu'elle assujettit avec un solide cordon qu'elle avait préparé à cet effet. Alors sa barbe est prise dedans et elle y reste bien solidement. Dehors, il s'est mis à hurler lamentablement, à se plaindre que cela lui fait mal. Il la conjure de bien vouloir le relâcher. Elle lui répond qu'elle ne le fera pas avant qu'il ne lui ait donné son échelle. L'échelle dont il se sert pour sortir de la montagne, qu'il lui dise où il la met. Et bon gré, mal gré, il lui fallut y passer et lui dire où était cette échelle. Bien. À présent qu'elle est renseignée, elle fait un nœud avec la longue barbe autour de la lucarne, puis elle dresse l'échelle et sort sur le sommet de la montagne. Une fois dehors, elle laisse la lucarne s'ouvrir et s'en retourne chez son père, à qui elle raconte tout ce qui lui est arrivé. Le roi se réjouit tant et plus de retrouver sa fille, ainsi que le fiancé, qui était encore là et qui fut le plus heureux des hommes. Alors ils s'en sont tous allés creuser dans la montagne, sous laquelle ils ont découvert le vieux Cric-Crac, avec tout son or et tout son argent. Le roi fit mettre à mort le vieux Cric-Crac et ramena au palais l'or et l'argent. Son grand rêve allait maintenant prendre sa pleine dimension. La princesse épousa son fiancé, et ils vécurent heureux et contents dans le luxe et la magnificence. Voilà, le vieux Cric-Crac, conte de Grimm. Donc nous avons cette histoire au milieu de nous maintenant. Alors, on peut aborder de mille façons les contes, bien sûr. Quand vous entendez une histoire comme ça, le mieux que vous ayez à faire, c'est de ne surtout pas interpréter. De ne pas aller chercher des symboles et d'essayer de projeter, vous voyez, je ne sais quelle interprétation en fonction des... Ce qu'il faut faire, c'est ressentir. Ressentir ce que ressentent les personnages. Et il y a plein de choses cachées. Si vous prenez le temps de ressentir ce que ressentent les personnages, à un certain moment, la matière du conte émerge. Et il y a un moment, un peu comme avec les rêves, hein, quand on prend le temps de laisser, de revenir, de laisser résonner les images, de ressentir, à un certain moment, toc, le sens est clos. On se reconnaît. Tout à coup, c'est nous, c'est notre histoire. Donc vous voyez là, un roi a une fille, c'est souvent que les rois ont des filles, c'est à travers leurs filles qu'ils transmettent leur royaume. Mais ce roi-là s'est fait construire une montagne de verre. Et manifestement, personne ne peut monter au sommet. Alors, dans les contes, une montagne de verre, c'est souvent une montagne magique, parce que à la fois le verre est matériel,
mais par sa transparence, il est immatériel aussi. Donc c'est un lieu de passage entre les mondes. Un peu comme les moyens que nous pouvons avoir pour entrer dans l'inconscient et naviguer dans l'inconscient. Une montagne de verre, c'est une grande chose dans les contes. Donc qui permet de passer de l'autre côté. Alors on ne comprend pas très bien au début, mais on voit bien plus tard, dans la suite de l'histoire, comment ce vieux cric-crac qui habite sous la montagne se sert de la montagne. Lui, avec l'échelle magique qu'il déplie, n'est-ce pas? Il monte au sommet, et du sommet, tous les jours, il rapporte de l'or et de l'argent. Donc on voit bien comment cette montagne est création. Ce roi a mis en place un dispositif pour aller chercher dans l'autre monde de l'or. À volonté, c'est ce qu'il aura à la fin de l'histoire. Donc c'est un très grand projet. Aller chercher de l'or, l'or dans les contes, c'est la figure de la surabondance illimitée, hein, c'est l'accès à l'infini. Il a un outil, il a construit quelque chose, un projet pour aller dans l'autre monde chercher toutes les réponses dont un roi a besoin pour faire fleurir son royaume. Mais elle ne marche pas, la montagne. Alors, il a missionné tous ceux qui voudront d'essayer de grimper là-haut. Et celui qui arrivera à grimper là-haut, il lui donnera sa fille, c'est-à-dire il lui donnera le royaume. Il deviendra son successeur. Ça dit l'extrême importance de ce projet. Donc déjà, il faut poser ça, hein, ressentir ça. Ce roi a un très grand projet. La suite de l'histoire montre que c'est pas n'importe quoi. Il est très, très averti. Il a fait construire une montagne qui fonctionne, mais qui n'arrive pas à fonctionner. Lui, à faire fonctionner, mais qui fonctionne, qui permet le passage vers l'autre monde. Et c'est le projet de sa vie. Donc il donnera sa fille à celui qui arrivera à monter au sommet sans glisser et à mettre en fonction cette montagne. Donc on sent bien que glisser, ça veut dire on n'y arrive jamais. C'est-à-dire il n'y a pas de moyen continu d'ici à là. C'est par rupture qu'on peut accéder au sommet. Alors, qui arrivera au sommet? Il n'y a que par une rupture. C'est une chose qu'on voit fréquemment dans les contes. Donc, l'histoire nous dit qu'un prétendant qui est là, voilà, va s'y mettre, va essayer de monter. Et la fiancée, sa fille, qui aime ce prétendant, demande à monter avec lui. Le roi devrait dire non, c'est pas comme ça. Hein, là, il fait quelque chose de spécial, le roi. Parce que peut-être que l'amour de sa fille pour ce prétendant, ou l'amour de ces deux-là, peut compter dans la difficulté que représente cette ascension. L'amour étant d'une qualité... c'est un grand amour. Si elle demande à monter pour le retenir au cas où il glisserait, c'est qu'elle... Et le roi accepte, ce qui est prendre un très grand risque. D'ailleurs, la montagne s'ouvre. Ça, c'est surprenant. Qu'il glisse comme tous ceux qui ont pu essayer jusque-là glissent, ça c'est logique. Mais une chose tout à fait étonnante, c'est que la montagne s'ouvre. Comme si la montagne avait une vie elle-même. Elle s'ouvre, elle engloutit la princesse, qui se trouve prisonnière maintenant de cette montagne, et que son père ne reverra plus. Donc il faut bien ressentir comment ce roi qui a ce grand projet, ce roi qui s'est avancé par rapport à ce projet, qui est arrivé à un certain moment à devoir peut-être en faire plus, s'y est engagé et perd tout. Sa fille a disparu, sa fille est prisonnière de
de ce projet qui va rester pendant une quinzaine d'années, hein, avant qu'elle sorte. Il y en aura bien pour une dizaine ou une quinzaine d'années, si vous avez entendu dans l'histoire. Donc, ressentez ce roi avec son échec, ce grand projet qui est comme une sorte de ruine qui occupe monstrueusement son royaume et lui rappelle cette impuissance. Enfin, voilà, ça c'est important de le placer parce que on verra, si ça c'est notre histoire, on nous donne des indications particulières sur nous-mêmes. Donc la princesse est tombée au fond de l'abîme, et qu'est-ce qu'elle trouve là au fond de l'abîme? Un vieux bonhomme avec une excessivement longue barbe grise qui l'a réduite en esclavage. Déjà. Donc ce qui est le pire, hein, pour une princesse, elle passe de princesse à servante, esclave, sans volonté aucune. Donc c'est une dégradation complète, et ce n'est pas tout. Ce bonhomme, tous les jours, il monte au sommet de la montagne. Il a une échelle magique qui lui permet d'escalader, d'arriver au sommet, et du sommet, il rapporte de l'or et de l'argent. Donc, elle a devant les yeux l'envers du décor, et elle voit parfaitement que la montagne fonctionne. Que ce que son père a voulu, en effet, c'est génial. Mais un usurpateur a détourné la chose. Et elle, fille du roi, elle est l'œil du roi, on pourrait dire, sur la chose. Du roi qui, pendant ce temps, est complètement découragé, désespéré, enfin a perdu sa fille. Vous voyez, dans quel état il peut être. Et cette princesse, tous les jours, elle voit ça. Et le temps passe. Et elle ne peut rien faire. Parce que si elle se révolte, elle est tuée immédiatement. Elle a tout devant les yeux, et elle ne peut rien faire. Franchement, hein, si on prend vraiment le temps de ressentir, elle est habitée d'une colère. Elle ne peut qu'être habitée d'une colère, d'intégrité, déchue, défaite, dominée, et voyant la perfection de la chose. Mais voilà, aux mains d'un usurpateur. Donc elle ne peut qu'être en colère. Vous savez, un peu comme on voit ça dans les témoignages de ceux qui étaient dans les camps et qui se disaient « Je sortirai de là pour faire entendre ce qui se passe ici. C'est trop. Je sortirai pour ça. » Vous voyez, elle a quelque chose comme ça. On peut imaginer quelque chose comme ça. Eh bien ça, c'est rouge. Et rouge peut être actif. Et homme. On est surpris. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il appelle Madame Rouge homme? Non? Mais si on se met du point de vue de Cric-Crac, donc, qu'il a réduit en esclavage, qui stérilise cette montagne, parce que lui, l'or et l'argent, il ne distribue pas. Hein. L'or et l'argent, il l'accumule, il l'entasse. Il n'en fait rien. Il va le chercher et il l'entasse. Il se sert de l'outil magique. Il a le pouvoir de monter au sommet. Et il stérilise tout. Mais sa jouissance suprême, c'est d'avoir stérilisé la fille du roi, hein, la fille même du roi, et de lui faire vivre cette chose insupportable, qui ne peut que lever l'indignation. Et il jouit de ça. Et il voit sa colère. Il voit l'intensité de sa colère. Et il l'appelle Rouge Homme. Vous voyez? Et elle doit l'appeler Vieux Cric-Crac. Vieux Cric-Crac. C'est un principe. Il est presque un principe de contention, enfin de restriction. C'est ça sa jouissance. Et les années passent. Elle est devant ça, elle est prise là-dedans. Elle a une colère. Hein, les années ont passé. Et au moment où, dans l'histoire, il l'appelle Dame Rouge Homme et elle doit l'appeler Vieux Cric-Crac, il y a un changement dans l'histoire.
on voit comment elle, un matin, il est parti, elle fait son ménage, elle fait le lit, elle fait la vaisselle, etc. Et puis, elle va préparer un piège. Ce qui va s'avérer être le piège. Donc, de l'appeler Madame Rouge Homme, c'est comme si ça rendait compte d'une possibilité d'agir. Et elle tend un piège à Cric-Crac. Le piège, c'est de lui coincer sa barbe. Et pourquoi elle n'a pas fait avant? N'est-ce pas? Oui, c'est très intéressant, ça, mon histoire. Et c'est très fort. Parce que, qu'est-ce que c'est que ce piège? Hein? Une des caractéristiques de ce Cric-Crac, c'est qu'il a une barbe excessivement longue. Excessivement longue barbe grise, dit l'histoire. Il y a quelqu'un qui a une idolâtrie pour sa barbe, hein? Une sorte d'idiosyncrasie. Il est complètement sur cette chose, dans un attachement tel, et c'est ça qu'un jour elle voit, si on lui a attrapé la barbe, il ne pourrait pas la couper. Il ne pourrait pas la couper. Un jour, elle a vu ça. Avant de le voir, elle ne le savait pas. Vous voyez ? Donc il y a un insight caché dans l'histoire. Il y a un éveil, une vision. Hein, vous êtes d'accord avec ça? Vous sentez? Caché dans l'histoire. Et qui est donné à sa colère, à l'infini de sa colère. Rouge homme. Une colère d'indignation, une colère qui est là, qui gronde, qui se condense, Et un jour, ce condensé de désir voit qu'il ne coupera jamais sa barbe. Alors, après, pour le prendre au piège, il faut faire très très attention. Parce que lui, c'est pas n'importe qui. Hein, s'il a cette échelle magique, c'est pas n'importe qui. S'il va chercher l'or, tout ça, c'est un intuitif à tous les coups. Donc, et le conte dit bien que comment elle dispose de pièges, surtout, justement, elle va attiser la curiosité de cet endroit dominateur en lui, qui ne peut pas souffrir que les choses lui échappent. Donc elle fait bien sa vaisselle, elle fait bien son lit, elle fait bien le ménage. Elle ne se révolte pas. Elle n'a surtout pas l'air de se révolter. Donc lui, il ne comprend pas. Qu'est-ce qu'elle peut bien faire à l'intérieur? Ah, il y a une fenêtre qui est restée ouverte. Donc il va aller voir par là. Il faut qu'il voie absolument ce qui se passe. Alors qu'il aurait mieux fait de faire le siège à l'extérieur. Et puis à un certain moment, de la supprimer. Non, c'est plus fort que lui, vous voyez. Comme il ne peut pas... il a cette barbe dont il est complètement possédé, d'une certaine manière. Il est possédé par sa curiosité, par son avidité, par sa convoitise, bref. Et elle l'attrape là-dedans. Donc elle met en place sa chose, toc, il suffit de passer, il devra passer la barbe pour pouvoir regarder dedans. Et si elle ferme la lucarne sur la barbe, il ne coupera jamais sa barbe. Il ne peut pas. Alors qu'il va mourir s'il ne coupe pas la barbe. Oui, mais il ne peut pas. Elle l'a vu. Voilà, c'est le conte. La clé de l'histoire, elle est dans cette vision. La vision qui est donnée à l'infini de la colère. Rouge homme. Et le conte nous donne l'indice. En racontant qu'il l'appelle rouge homme, ça dit quelque chose. Et lui, il jouit de serrer ce rouge homme, de tenir cette colère, de contrôler. Et c'est sa jouissance, lui, il domine. C'est un dominateur. Mais elle a vu le point faible. Et donc, ça va permettre de tout remettre en ordre. Donc, elle va rentrer avec l'échelle, elle va monter au sommet, elle va s'en aller, elle va rentrer avec l'échelle, elle va tout faire savoir à son père, et son père, avec ses gens, vont mettre à mort Cric-Crac, et maintenant, le père a accès en plénitude à la montagne, qui était son grand rêve.
Et il peut aller chercher autant qu'il veut d'or là-haut pour le donner à son peuple. Ok? Voilà, si on a pris le temps de ressentir, on peut dire à peu près toutes ces choses-là. Oui, je peux interpréter. Hein, on n'a fait que ressentir. Il n'y a pas besoin d'interpréter. Elles sont formidables, les histoires, pour ce qu'elles veulent enseigner. Et alors, en quoi c'est notre histoire? Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire d'une histoire comme ça? Parce que tous ces contes sont des leçons de sagesse. Donc, le contexte, c'est quoi? Un grand projet. Un immense projet. Un projet comme celui de l'hypnologie, par exemple. Hein, c'est-à-dire avec les moyens de transformation de la subjectivité, on va aller loin. Comme on peut aller loin. Vous vous rendez compte, la subjectivité. Les moyens de la transformation. On tourne autour, etc. Et on débouche sur des choses immenses. Donc vous êtes dans ce cours d'hypnologie, non? Donc vous avez cette ambition. Et vous avez raison. Mais vous voyez, ça peut ne pas marcher. Je ne sais pas comment c'est pour vous, mais ça peut ne pas marcher. Vous voyez, ce grand mouvement de... Et si vous êtes là, c'est que vous avez été appelé. Donc quelque chose vous a appelé à ça. Le roi, s'il a construit cette montagne de verre, c'est qu'il a été appelé, c'est qu'il a une disposition pour ça. Il a une science. Il manque quelque chose. Et l'histoire nous montre ce qui manque. Donc ça peut être intéressant pour vous, enfin, en tout cas, en métaphore, si vous voulez, de ce que peut être l'hypnologie, ça peut être vraiment intéressant de se dire qu'est-ce qui pourrait manquer à déployer une recherche sans limite, au fond. Avec la montagne, c'est une recherche sans limite qui commence, qui aura lieu. Et on sent bien, les métamorphoses, enfin les transformations de la subjectivité, c'est un champ sans limite. Est-ce qu'on pourra arpenter ce champ sans limite? Est-ce qu'on pourra vraiment l'arpenter? Et l'histoire nous dit, il y a probablement un cric-crac derrière. Ça ne peut pas être autrement. Parce qu'on ne sait pas d'où il vient ce cric-crac. Franchement, le conte n'en parle pas. Mais la récurrence des contes vous dit que c'est normal, c'est comme ça que ça commence. Ça commence toujours comme ça. C'est-à-dire que les outils magiques, les outils de conscience, les outils... l'échelle, c'est l'outil magique, c'est l'outil de conscience qui permet de passer entre les mondes. Cet outil-là, c'est l'usurpateur en nous qui s'en sert, franchement, depuis belle lurette. Ça ne nous empêche pas d'avoir un grand projet, un rêve, et puis de construire une montagne de verre. Mais il y a des chances qu'il faudra le disputer à l'usurpateur. Donc, déjà, elle est intéressante, l'histoire, dans ce sens-là. Elle nous avertit quelque chose. Il y a probablement, si vous vous reconnaissez dans le fait de construire une montagne de verre, il y a certainement un usurpateur derrière. Donc, si vous sentez qu'il y a un plafond que vous n'arrivez pas à crever, c'est normal. Parce que il y a un usurpateur derrière. Et le conte dit comment, ce qui peut arriver de mieux. Et c'est terrible ce qui arrive. Donc le roi avec sa montagne, dans la singularité du moment où sa fille soudain dit « Mais père, laissez-moi monter. S'il glisse, je le retiendrai. » Et là, il joue gros. Il dit oui. Il compte sur cet amour entre eux. Et c'est une donnée différente. C'est une donnée nouvelle. C'est-à-dire qu'on se retrouve là, c'est une chose classique dans l'univers des contes. Tout à coup, dans la dynamique, dans la problématique et la dynamique de résolution des problématiques, il y a un ingrédient qui est amené, qui est l'infini du héros. Ça change tout. C'est un peu comme on pourrait faire une analogie avec,
ces chamans, vous savez, qui avec les psychotropes se baladent comme ils veulent de l'autre côté, hein, et arrivent à connaître les ADN des plantes et tout ça. On connaît ça. Il y a un très beau bouquin qui a été fait par un anthropologue suisse, Jérémy Narby. Ça va, vous connaissez ça? Et qui raconte le serpent cosmique, c'est ça. Donc ils se baladent, les chamans. Mais ils savent bien, et ce qu'ils trouvent, ce qu'ils découvrent, les laboratoires leur envient, n'est-ce pas? Et essayent de rattraper des miettes de leur science. Mais eux, les chamans, racontent tout à fait comment, avec les psychotropes, quand ils entrent de l'autre côté et qu'ils entrent en contact avec les ADN des plantes, c'est pas en scientifique qui traitent des objets, qui peuvent circuler et prendre des informations ou recevoir des informations. C'est de sujet à sujet. Ils n'ont pas affaire à des objets. L'ADN, ce n'est pas un objet. Alors évidemment, le scientifique, dans sa démarche, il traite des objets. Lui, le chaman, il y va en sujet. Et c'est dans une relation avec ces réalités tout autres. C'est la même chose dans l'univers des contes. Les contes parlent beaucoup de ce passage de l'autre côté et de la navigation de l'autre côté, et souvent, voilà, alerte là-dessus, sur le risque. C'est-à-dire que la montagne, elle ne marchera jamais si on ne descend pas au contact, vous voyez, avec l'infini de soi-même. Il faut y aller en sujet qui se laisse complètement prendre par l'expérience et qui reste là, bien sûr, avec sa flamme, qui reste là avec sa flamme, c'est sûr. Donc, cette princesse, l'infini du roi, d'une certaine manière, comme l'infini, enfin, l'amour qu'il a pour elle, et l'amour que la princesse a pour son prétendant, sont l'ingrédient qui permet tout à coup de percer. D'ailleurs, la montagne s'ouvre. C'est une donne tout à fait surprenante. La montagne est vivante. C'est-à-dire, c'est comme s'il était le temps d'accéder, en effet, à ce qui a été mis en réserve, là. Gardé par Crac, cette échelle, pour faire fonctionner la montagne. Donc, la clé de passage, c'est cet infini de cœur qui est porteur d'un projet comme ça. Il est très important de garder la vibration de l'appel premier. Si vous êtes ici, si vous cherchez dans ce domaine, dans un domaine de conscience illimitée, c'est que vous avez été appelé, certainement. Mais regardez tout ce qu'il y a à manœuvrer, tout ce qu'il y a à utiliser, à manier. On a vite fait d'oublier l'infini du premier appel. Et sans l'infini du premier appel, c'est impossible. Ou ça ne sera que fonctionnel, ça ne sera que superficiel, ça n'aura jamais le déploiement de ce que votre pressentiment a connu et qui est réel. Ça, c'est certain. Hypnologie, c'est un grand mot. Hein. Moi, j'ai trouvé, quand Cyril m'a parlé de ça, je me dis, ça, c'est très fort. Vraiment très fort d'avoir tout à coup défini le champ, enfin, les pratiques d'hypnose, les outils de l'hypnose, tout ce qu'on peut faire avec l'hypnose, etc., c'est une chose, hein, c'est formidable. Et tout à coup, de l'avoir inscrit dans un champ d'études, vous voyez, hypnologie, ça lui ouvre totalement, ça l'ouvre à une dimension sans limite. Et comment peut-on parcourir une dimension sans limite ? Si on y va avec ses limites, c'est pas possible. Il y a un moment, ça ne marchera pas. Alors, on va commencer, bien sûr, mais il y a un moment où ça ne marche pas. Donc, pour y aller dans cette dimension sans limite, il faut y aller avec ce qui est sans limite en nous. Voilà, c'est au cœur de l'univers des contes. Donc, si je viens vous parler des contes, je suis bienvenu, en effet, pour votre ambition. Je suis bienvenu de vous parler de ça, parce que c'est comme ça que ça marche dans les contes.
Vous avez vu, là, dans cette histoire, c'est l'infini de l'amour de la princesse pour le prétendant et l'infini de l'amour du père pour sa fille. Il a parié sur l'infini. Et il le paye très cher. Hein, c'est comme s'il se déchirait le cœur. Mais il n'y a rien qui puisse... Il n'y a rien pendant 10 ans que l'on puisse faire. Sinon bouillir de cet infini, enfin si je puis dire. Sinon densifier cet infini, vous voyez, comme une flamme qui devient une braise. Et à un moment, en flamme. Mais la flamme, si vous laissez une allumette sur la moquette éteint l'allumette, non? Et si vous laissez une braise sur la moquette, la braise va sortir le feu de la moquette. Tout le feu potentiel qui est là, la braise va le sortir. Bien, voilà, la clé, c'est cet infini-là. Alors, si vous regardez les autres contes, déjà dans tous les contes, le héros, il est toujours défini par une qualité qui en fait est infinie. Petit chaperon rouge, elle est aimable au possible. Enfin, tout le monde l'aime, rien qu'à la voir. Le petit chaperon rouge, cette petite fille, hein, à qui sa grand-mère a fait cadeau d'un chaperon, et la gosse, un chaperon rouge, l'a tellement aimé qu'elle le porte tout le temps. Et tout le monde l'appelle chaperon rouge. Et elle est l'amour même. C'est ça, sa qualité. Dans le Chaboté, c'est le chasseur, le chat chasseur. Il est infini chasseur. Et il va s'offrir une chasse au roi. Vous voyez, le roi, c'est le grand accomplissement dans les contes. Donc comment, par une chasse avec des leurres, etc., arriver à faire d'un meunier un roi? C'est une prouesse de chasse. Vous voyez, de chasse. Mais de chasse, de génie pour la chasse. De génie infini pour la chasse. Alors, cet infini, il est où? En nous. Si la question, c'est notre infini pour arriver à naviguer dans le monde infini, où il est notre infini? Il n'est pas si loin que ça. Il est dans les grandes qualités qui nous caractérisent, que nos amis nous reconnaissent. Pourquoi ils nous fréquentent, non? Cet infini. Mais évidemment, c'est l'infini de nos qualités, de nos grandes qualités, qui sont récupérées par une personnalité qui a une vision restreinte. Donc ça fait une petite vie sympathique, si vous voulez. Hein? Mais c'est dommage d'une grande qualité que l'on a de faire une vie sympathique seulement. Alors, il y a un moment très fort dans les contes. Alors, voilà, hein, par exemple, vous portez la joie de vivre. La joie de vivre, si vous faites attention, en vous. La joie de vivre qui fait que les gens vous aiment bien, ils vous invitent chez eux, etc. Parce que dès que vous êtes là, il va se passer quelque chose dans la soirée. Non, on va se marrer, ça va être vraiment... Hein, ou vos copains, etc. Vous avez la joie de vivre. Mais la joie de vivre en vous, elle est bien plus ambitieuse que ça. Vous savez bien que là où vous êtes, en effet, on se marre, enfin, c'est vivant, etc. Mais vous sortez à peine d'un moment réussi avec des amis que déjà vous êtes dans l'expectative, vous êtes à voir comment ça pourrait être mieux encore. À un autre moment, on va faire une autre fête, bien plus grande, quelque chose de... Hein, l'infini de la joie de vivre se veut à l'infini. Si on a la générosité se veut à l'infini. Si on a l'intelligence se veut à l'infini. Si on fait attention à ça, c'est là qu'est notre infini. Alors évidemment, nous, cet infini-là, on le laisse, on s'en sert, sans trop s'en rendre compte, dans notre vie, selon l'image de nous-mêmes, qui est assez restreinte, limitée. Alors évidemment, ça nous arrange un peu les choses, mais souvent, là où on est bon, d'ailleurs, on se dit, c'est normal, tout le monde est comme ça. Vous voyez, on ne reconnaît même pas. On reconnaît un peu, mais pas plus que ça. Alors qu'en réalité, c'est le germe de qualité d'être qui pourrait être étendu, être déployé. Alors c'est comme si ça dormait, ou comme si c'était enfoui dans une vision des choses. Alors il y a une chose que les contes racontent très bien, c'est ce moment où justement, c'est un grand moment ça, quand ça nous arrive dans notre vie, où on pourrait dire ces qualités soudain sortent
dans leur splendeur. Vous voyez? Où notre cœur, on pourrait dire, se qualifie. Vous vous rappelez le conte de Blanche-Neige, cette femme qui voulait un enfant et qui savait très bien qu'elle n'aurait jamais d'enfant. Sinon, elle l'aurait déjà eu. Voilà, c'est pas sorcier, tout le monde a des enfants, et elle n'en aura jamais. Mais ça ne la lâche pas, quand même. Enfin, c'est une grande nostalgie chez elle. Elle est un jour dans son jardin d'hiver, et elle est en train de se peler une pomme, et paf, elle se pique le doigt avec le couteau, et il y a 3 gouttes de sang qui tombent dans la neige. Ah, soudain, non, elle était un peu en spleen, il faut dire, mais soudain, elle connaît que... Mais c'est un enfant comme ça que je voudrais, vermeil comme le sang, blanc comme la neige, et aux cheveux noirs comme cette fenêtre, comme l'ébène de cette fenêtre. Et elle sait que c'est parti, ça va s'accomplir. Et de fait, 9 mois plus tard, elle met au monde Blanche-Neige, qui a le teint vermeil et qui est blanc comme la neige. C'est mystérieux au possible. D'ailleurs, qui ne mourra pas de ce fait-là. C'est-à-dire que cet énoncé du cœur, vous voyez, qui a jailli, souvent à la croisée d'un accident, d'un moment tout à fait fortuit. Hein. Entendez, accident comme ça, c'est arrivé par hasard. Toc. Ce cœur soudain qui se qualifie, vous reconnaissez ça, ça vous est déjà arrivé. Hein, que le cœur se qualifie comme ça, c'est une chance. Malheureusement, il ne se qualifie pas assez. Vous voyez, il ne sort pas assez dans notre vie. Mais quand il sort, c'est une chance prodigieuse. Ce serait dommage que ça ne fasse qu'un feu de paille. Vous voyez. On a des feux de paille aussi. Alors c'est pour ça que les contes sont intéressants, parce qu'ils nous disent comment faire pour que ça ne soit pas un feu de paille. Vous voyez, il y a ce paysan qui vend du bois et qui vient qui vient se faire payer chez un médecin, et qu'il a vendu toute une charrette de bois. Et il vient se faire payer, et au moment où il vient, le docteur est à table. Oh, il voit une table incroyable, vraiment, qui lui met le cœur, qui l'enchante, ce paysan. Il y a des vins, il y a des mets, vraiment, comme il aimerait, la vie qu'il aimerait. Et il se dit, formidable d'être médecin quand même. Vraiment, formidable d'être médecin. Mais l'histoire continue, parce que c'est ça, les contes, ils vont un peu plus loin, les contes. Et il se dit, j'aimerais bien être docteur, moi aussi. Vous voyez? Et bon, on pourrait se dire ça. Hein? Et il n'arrive pas à décoller de là. C'est quand même, c'est magnifique ce qu'il a devant les yeux. Et ce début de rêve qui commence en lui, être médecin, avoir une table pareille. Et il fait le pas, vraiment incroyable, de demander au médecin, mais dites-moi, et moi, des fois, je ne pourrais pas être docteur. Et l'autre, alors est-ce qu'il se fout de sa gueule? Est-ce qu'il est touché par cette innocence ahurissante, franchement? Je lui dis, mais oui. Bon, c'est quelqu'un qui fait des prescriptions, hein, il a l'habitude. Mais oui. Et tu sais, c'est pas compliqué, tu vends ta charrette et tes bœufs. Avec ça, tu t'achètes des accessoires de la médecine, le chapeau, etc. Puis tu sais, le grand abécédaire avec le coq sur la couverture. Et surtout, tu mets une enseigne sur ta porte, au-dessus de ta porte, où il y a écrit « Ici, le docteur, je sais tout ». Et les autres, ils trouvent ça génial. Donc c'est le conte du docteur je sais tout, que je vous invite à aller voir, c'est Grimm, hein, où cet individu qui, vous voyez, son cœur s'est qualifié tout à coup devant cette table, il a connu que c'est ça qu'il voudrait, tellement simple, une vie comme ça. Vous voyez? Mais il y a plein d'histoires comme ça. Un autre comme ça, avec sa femme, ils n'ont pas d'enfant, et tout le monde se moque de lui, c'est un paysan, etc. Et il est l'objet de moqueries incessantes, et un jour il rentre à la maison, il n'en peut plus, il dit à sa femme, tu m'entends, ça suffit, nous aurons un enfant cette année, tu m'entends, dût-il être un hérisson?
Et il met au monde un enfant, mi-homme, mi-hérisson. Oui, sa femme met au monde, 9 mois plus tard, un enfant, mi-homme, mi-hérisson, qui deviendra roi à la fin. Vous vous en doutez, les contes commencent mal, je vous ai dit. Ils commencent à l'endroit difficile. Mais ils nous donnent le passage. Le passage par le sommet de la montagne qui permet de recevoir tout. Toutes les réponses sont là. Mais les réponses, elles sont données à un cœur, vous voyez, à l'infini, à notre infini. Donc d'une personne à l'autre, ça sera différent. Mais c'est à notre infini que va être donné ça. C'est ça qui invite à faire les comptes. Donc celui-là, il voulait un enfant. Il y a une dignité en lui qui s'est dressée, vous voyez, pour demander un enfant comme ça. Et il y a plein d'histoires comme ça. Ah oui, l'art du petit tailleur, vous connaissez ça? Vous vous rappelez? Ce petit tailleur qui est plein de bonne humeur, etc., dans sa petite échoppe, etc. Il s'est fait monter de la crème par une fermière qui passait, et il s'est tartiné une tartine de crème. Il travaille, il est dans son échoppe, il laisse la tartine là, et il finit le point qu'il est en train de faire. À ce moment-là, il y a plein de mouches qui arrivent. Donc, il ne va pas laisser manger sa tartine, enfin ses mouches, par les mouches. Il sort un coupon, flac, il donne un grand coup de coupon à la tartine, chasse les mouches, bien sûr. Mais il y en a 7 qui restent sur le carreau. Vous vous rendez compte? Qui a tué des mouches sait ce que ça représente de tuer 7 mouches d'un coup, non? Franchement. Hein? 7 mouches. Waouh! 7 mouches. 7 d'un coup. Oui, 7 d'un coup. Et voilà le cœur qui se qualifie. Hein? Vous connaissez l'histoire. Et tout à coup, pour lui, c'est 7 d'un coup. Regardez cet énoncé magnifique. 7 d'un coup. 7 d'un coup. Non, vous n'aimeriez pas qu'on vous appelle 7 d'un coup? Hein? 7 d'un coup. C'est-à-dire, son cœur vient de se qualifier, là, tout à coup, du plus profond de lui-même, dans cet événement tout à fait accidentel. Son cœur a entendu 7 d'un coup. C'est comme l'énoncé d'un sens de prouesse infinie. Et le fait, tout de suite, il coud sur sa ceinture, 7 d'un coup, voilà, et il faut qu'il aille dans le monde. Il dit, je vais aller montrer ça à la ville, je vais raconter, mais voilà, mon 7 d'un coup. Et puis il dit, quoi, la ville, c'est rien, dans le monde. Hein, et il part dans le monde. Et le mieux qui puisse arriver à quelqu'un qui vient, justement, de s'éveiller de cette façon, dont le cœur vient de se qualifier, pour surtout que ça ne soit pas un feu de paille, le mieux qui puisse arriver, c'est l'épreuve maximum. Et pour connaître comment cet infini est capable d'appréhender tout. À l'infini, rien ne résiste. Alors lui, ça va être un géant. Il arrive, il se balade comme ça, il monte sur une montagne, et, il arrive au sommet d'une montagne où là, il y a un géant placide qui est assis tranquillement à regarder le vaste paysage, non? Il pourrait dire, bon, ça va, je repars, non? Pas du tout. Il l'interpelle. « Hey, camarade! Alors, tu regardes le vaste monde? Dis donc, je suis parti, moi, à l'aventure. Est-ce que tu viendras avec moi des fois ?» Là, le géant se retourne. Il voit que ce petit bonhomme de rien. « Misérable avorton! Qu'est-ce qui te permet de m'adresser la parole? » Comment ça? Regarde. 7 d'un coup. 7 d'un coup. Ah. Allez, le géant, il réfléchit. 7 d'un coup. Il a tué 7 hommes, celui-là. C'est ça qu'il se dit. S'il a tué 7 hommes, c'est pas n'importe qui. Donc on va... Bon, attends. On va voir un peu ce que tu sais faire. Je vais te mettre à l'épreuve. Évidemment, le géant, là, ce qu'il veut, il ne veut qu'une seule chose, c'est l'écraser, celui-là. Faire disparaître. Mais lui, le petit tailleur, il veut voir un peu ce que vaut son 7 d'un coup. Hein, l'éveil, vous voyez, du sens de la prouesse. Comment ce sens de la prouesse? Ce qu'il est capable de faire, le sens de la prouesse. C'est tout nouveau pour lui. Et un géant, génial. Il va pouvoir se faire un géant. Franchement. Vous voyez, 7 d'un coup. Tout petit bonhomme. Hein, voilà. Et alors l'autre lui dit, bon, attends, bon.
Il prend un caillou, et il le serre, il le fait tomber en poussière. Le petit tailleur, quand il était parti de chez lui, il avait mis un fromage dans sa poche, un oiseau dans l'autre, qui était dans la cage. Donc il voit le géant faire ça, il dit « Attends, pour nous, c'est rien du tout, on va voir. Tiens, regarde. » Il prend le morceau de fromage, il dit « T'as vu, moi je fais sortir l'eau. Tu l'as fait, toi ?» Il est un peu... Non, bah non, il l'a pas fait. Le géant, il fait sortir seulement la poussière. Il lui dit « Très bien, très bien. Je vais jeter une pierre et on va voir si tu sais, si tu connais quelque chose au jeter. » Donc le géant jette une pierre. Et le petit tailleur lui dit « C'est tout? Moi je vais jeter une pierre que tu ne reverras pas. Je vais la jeter tellement loin que tu ne la reverras pas. » Et bien sûr, il jette l'oiseau. Voilà, le géant est quand même étonné. Ce sacré bonhomme. Donc il va lui proposer un certain nombre d'épreuves jusqu'à ce que le petit tailleur en créativité, vous voyez, avec son sens de la prouesse, son infini, encore une fois, en créativité, rebondisse de recadrage en recadrage, jusqu'à décourager complètement le géant, qui va s'enfuir devant lui. Bref. Donc la clé de l'univers des contes, c'est l'infini de vous-même vous permet, vous offre le champ infini des possibles. La réalité pour les contes, c'est un infini des possibles. C'est-à-dire tout en étant ici, regardez, nous sommes ici. Donc c'est très précis, hein, on sait où on est, c'est cadré, hein, nous sommes des personnes, tac, on sait très bien ce qui se passe. Mais en même temps, c'est l'infini des possibles. Alors vous pouvez dire, ouais, bon, c'est l'abstraction, l'infini des possibles. Ben, vous savez, moi j'ai souvent fait ça. On ne va pas le faire parce que je pense que on pourrait le faire. Hein tout en étant là tous ensemble, on peut très bien faire apparaître l'infini des possibles. Mais concrètement, j'ai quelqu'un qui a une question forte pour laquelle il faut vraiment une réponse. Il doit bien y avoir quelqu'un ici qui a une question forte à laquelle il faudrait une réponse. Certainement. Et qui ose jouer sa question de façon définitive. Toi ? Pourquoi vous êtes devenu conteur ? Moi, je ne suis pas conteur. Je suis un peu. Mais, je fais de la thérapie par les contes. C'est surtout ça. Donc, moi, je cherchais un... Mais est-ce que c'est maintenant? Je dois répondre à ça tout de suite? Hein? Bon, on y répondra après. Il n'y a pas de raison que vous soyez frustré. Une question? Une question forte pour laquelle il faudrait une solution? Là, maintenant? Oui. Ok. Est-ce que vous ne pensez pas que Jung avait déjà pressenti ça quand il avait connu le premier physicien quantique? Quand il avait rencontré un des premiers physiciens quantiques, que nous sommes un tout dans l'univers et que il y a de Charles Albu aussi, que l'univers se reflète en nous et qu'il faut aller chercher au milieu de nous. Tout à fait. Mais c'est pas ça. Ma proposition là, c'est y a-t-il quelqu'un qui a une question assez forte pour avoir la réponse maintenant? C'est-à-dire, une fois, ça veut dire qu'il ne posera plus la question, jamais, parce qu'il aura la réponse. C'est-à-dire, on peut faire apparaître de l'infini des possibles la réponse à sa question. Comment éviter peur quand on a quelque chose au fond de soi et éviter la peur? Ne pas avoir peur, vraiment suivre un chemin. C'est votre question? C'est la question. La question que vous posez? Oui. Alors, on peut s'en tenir là? Comment, quand on a une peur, justement, quand on a... poursuivre son chemin, comme si on n'en avait pas. Voilà. C'est ça? Oui. C'est une vraie question, ça? Oui. Ok. On pourrait me demander précisément quelle est cette peur? Des peurs peut-être par rapport à des projets, on sent que c'est ça, okay. et on y va, et de temps en temps on recule, et on avance, et on recule. À un moment, il y a une décision qui se prend, et cette décision qui se prend, il y a quand même, malgré tout, il y a quelque chose qui reste une peur. Donc vraiment sentir le cœur qui soit dedans à 100%, et donc la peur qui disparaît totalement. Voilà. Bon, il y a plein de personnes ici qui sauraient donner des réponses à ça. Voilà. Franchement. Oui, c'est mieux de donner une réponse inconnue.
franchement. Parce que si on pourrait donner des réponses connues avec notre compétence professionnelle, hein, je pense aux thérapeutes qui sont ici, ou aux coachs, etc. On peut donner une réponse à ça. Une réponse qui serait très sensée. Mais c'est tellement mieux de la faire venir de l'infini des possibles. Hein? Ok. Alors, pour la faire venir de l'infini des possibles, on va tirer un oracle. Je crois qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui a des proverbes, 500 proverbes. Vous allez tirer un proverbe au hasard, parmi 500 proverbes. Ça vous va, ça? Comme terme de hasard. Ok. Voilà. Il y a là 48 cartes de 12 proverbes chacune, c'est-à-dire 480 proverbes. Vous allez tirer un proverbe au hasard et avec ce support, vous aurez votre réponse. Je vous ai dit que c'est un support, ce n'est pas la réponse. Hein, c'est le support. Parce que c'est la réponse, il n'y aura plus de questions ensuite. Oui, il faut être très courageux. On pose la question de façon définitive. Vous voyez, c'est l'infini de l'engagement de soi, vous voyez, qui ouvre l'infini des possibles. Parce qu'il faut un infini. Si la question est posée comme ça, de manière superficielle, ça ne marche pas. Hein? L'intuition qui nous donne des songes la nuit, des songes prémonitoires ou des songes signifiants très, très, très forts. La même intuition à l'état de veille peut très bien répondre. Hein? Et avec un dé, c'est encore mieux. Hein? Donc, vous allez battre les cartes, en prendre une, et puis jeter le dé. Le dé, est à 12 faces, c'est-à-dire de 1 à 12. Donc, ça donnera, si elle fait 8, ça donnera le proverbe numéro 8 dans la carte. Voilà, 4-21. C'est l'infini des possibles hein, qu'on veut voir. Pour cette personne, son cerveau. Hein? Oui. Ok. Très bien. Vous jetez le dé. Ouais. J'ai mis le pied, ça va? C'est bon? Je sais pas, Da 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 da. La mort du juste est un malheur pour tous. On a avec ça pour attraper. Dans le tout possible, votre intuition, on a que ça pour attraper la réponse. Votre réponse à votre vraie question. Comment balayer l'ultime peur qui reste toujours, n'est-ce pas? La mort du juste est un malheur pour tous. C'est génial. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a quelqu'un là ici qui semble chaud? La mort du juste est un malheur pour tous. C'est-à-dire qu'il faut être prudent, à mon avis, parce que si vous voulez faire le bien, avec l'intelligence, il faut quand même un peu de prudence, parce que si vous n'armez pas de prudence, vous risquez d'être critiqué. Enfin, c'est ce qui me semble un peu. Qu'est-ce que c'est injuste pour vous? quelqu'un qui est juste. Oui, le juste, c'est comme la référence sans comparaison aucune. Mais c'est celui qui a une conduite éthique. Non. Sinon, on est référé à l'éthique. Le juste, c'est celui qui, d'une certaine manière, est... Donc, la mort du juste est un malheur pour tous. Et vous demandez d'en finir avec le reliquat de peur qui vous travaille. Ça serait tellement bien de ne pas avoir ce reliquat de peur. Non? C'est ça, en gros. J'ai compris? Et vous dites, la mort du juste est un malheur pour tous.
d'une certaine manière, le reliquat, c'est comme si on vous disait, allez, il n'y a pas de reliquat, c'est le juste. Votre histoire, c'est le juste, vous n'allez pas le tuer avec un reliquat. C'est un malheur. Donc faites comme si c'était parfait. Par exemple, je dis ça, je ne sais pas si c'est la bonne façon. Mais regardez un artiste, un peintre, etc. À un moment, c'est fini. Il a fini son tableau. Vous voyez, il n'y a pas de reliquat. Et l'œuvre, elle est là. Il faut que l'œuvre, elle est juste. Un reliquat, la tue. Hein? Alors, entendez ça, retenez ça pour toujours. La mort du juste est un malheur pour tous. C'est-à-dire que c'est au-delà de vous. C'est comme si ce que vous êtes en train de faire était plus grand que vous. Ça vous a été donné, c'est là, c'est bon. Et ne permettez pas le reliquat qui va tuer le juste. Peut-être. Alors, ça vous va? Vous voyez, on a fait bien, l'infini des possibles. Ça ne nous a pas pris trop de temps. Hein. Il y a jusqu'à 9h30. Alors, est-ce que je vous parle comme je devrais? Est-ce que ça a du sens par rapport à ce pourquoi vous êtes ici? Je ne sais pas trop. Moi, je parle de ça. Alors, j'ai fait un pont entre l'hypnologie et son champ illimité et l'univers des contes, qui est un univers qui invite à circuler dans le champ illimité, du tout possible, et qui donne la clé pour circuler. C'est l'infini de soi-même. Et l'infini de soi-même, vous savez où c'est maintenant. Vous le saviez déjà. Mais voilà, c'est l'infini de vos qualités, de personnalité, mais rendu à l'être. Ce sont des qualités d'être que l'image de vous-même limitée a attrapé pour se faire une certaine vie. Mais c'est bien plus que ça, que ce que votre personnalité peut en faire. Et il y a des moments privilégiés dans la vie où tout à coup, le cœur se qualifie, où ça sort comme ça. Et là, on voit bien que... Hein, là, vous avez entendu, la mort du juste est un malheur pour tous, avec ce reliquat. Hein, on a entendu quelque chose qui est de l'ordre du cœur. Moi, me semble-t-il, je ne voudrais pas vous embarquer. Si, vous le reconnaissez. Hein, formidable. Mais d'ailleurs, le juste est aussi celui qui n'a pas peur, justement. Comment le juste aurait-il peur? Pendant la guerre, par exemple, ce qu'on appelle les justes, c'est ceux qui ont été capables de faire les choses, malgré tous les dangers. Voilà, donc, ça tombe pile pour la peur. Le juste n'a pas peur. Comment le juste aurait-il peur? Il connaît ce qu'il est, même s'il est humble. Alors, qu'est-ce que je peux vous raconter d'utile sur les contes pour votre sujet, l'hypnologie ou l'hypnose? De la thérapie. De la thérapie. Par le conte, ça m'intéresse. La thérapie par le conte. Parce que là, il y a un petit aperçu avec ce qu'il vient de faire. Okay. Les contes racontent cette aventure donc de l'infini d'une qualité, encore une fois, qui peut miraculeusement sortir comme ça et s'énoncer, et tout à coup ouvrir la voie, comme là, hein, j'ai plus peur. Juste, voilà, c'est comme une qualification. On sent bien, quand la qualification est sortie, on peut tout reconstruire. Et les contes parlent d'un univers de potentialité, de tout possible, de réponse, que cet infini de nous-mêmes peut aller chercher. Donc, il faut que cet infini s'éveille. Donc, en thérapie par les contes, par rapport à une problématique, il faudra faire en sorte que la problématique, il y a problématique parce que l'image de soi, en fait, interprète la situation ou le problème selon ses limites. Si on peut aller chercher la vision de l'être, ou la vision du cœur, ou d'une qualité qui nous caractérise sur la situation, ça va être très différent. Oui. C'est-à-dire, ce sera d'une certaine manière,
Parce qu'on est toute une écologie, vous le savez très bien, ça. Je vous pose la question. Y a-t-il une vision possible sur les situations que l'on vit, autre que celle de notre personnalité? Oui. Et donc, plus précisément, les contes vous inviteraient à aller chercher la vision à partir de l'infini de vous-même, de votre être, d'une qualité qui vous caractérise. C'est-à-dire, pour telle qualité de moi-même, je vais reprendre la joie de vivre. Pour la joie de vivre que je suis, qu'est-ce que c'est que cet accident qui vient de m'arriver? Oui? Pour la joie de vivre que je suis. Et il y a une manière de... Oui? Ça part toujours du cœur, comme ça? Ça part toujours Du cœur, du corps. On a l'impression que ça part du corps quand c'est comme ça, que ça part pas de l'esprit, justement. La naissance de l'infini, comme ça. Oui, c'est intéressant comme question. Mais le cœur en tant qu'organe ou en Ah, tant du cœur, que... oui. Alors, du cœur ou du corps? Ben, là, je vous renvoie. Ce qui a pu vous arriver à vous, quand ça vous est arrivé, vous devez savoir. Quand tout à coup, votre cœur se qualifie, quand vous avez eu la chance que votre cœur se qualifie, c'est peut-être devant une maison à acheter, c'est peut-être devant, dans la rencontre de votre futur conjoint, je ne sais pas, c'est peut-être dans la naissance d'un enfant. Vous le regardez, là, il est dans son berceau, il est là. Vous connaissez quelque chose. Vous vous demandez d'où ça sort. Vous connaissez que cet enfant... Ben, c'est pas seulement le bébé que vous avez attendu, machin, avec toute la construction. Non, là vous faites une expérience inattendue. Vous connaissez quelque chose de cet enfant. Peut-être de son destin, peut-être de vous, ce que vous allez faire pour lui, ou peut-être de ce qu'il va représenter, je sais pas, n'importe quoi. Mais, vous voyez, tout à coup, paf, ça vous attrape. Alors, ça, quand ça vous attrape tout entier. Vous êtes dans un contexte, vous êtes bien là, avec votre présence physique. Mais vous avez votre affect aussi qui est là. Et votre intellect, enfin, vos trois corps, enfin, trois centres sont là, sont présents, votre incarnation. Et tout ça est pris par cet alignement, d'une certaine manière, d'un sens. Donc, en thérapie par les contes, c'est ça la première chose. C'est par là que ça passe. Tout peut être réinterprété à partir de l'infini de l'être. Et ça donne lieu à des expériences précises. Alors, il faut des outils pour ça. L'hypnose peut être formidable. Hein. Une régression hypnotique, tu parlais d'un... Enfin, moi, je vais faire ce travail-là. En régression hypnotique, aller à la rencontre de l'être pour réinterpréter les blessures, des grosses blessures. Donc, par la régression, on y va. Mais, avec le conte, vous avez tout à coup... Il y a une... Si vous voulez, si cette aventure de notre existence, c'est l'aventure de l'être, de nos qualités infinies, comme dans les contes. Vous voyez, je vous racontais ce docteur je sais tout. Ce docteur je sais tout, c'est ce sens-là, le jour où ce sens d'épanouissement, de plénitude s'éveille en lui, c'est pour cela qu'il a à vivre. Ça attendait depuis longtemps, c'est enfin arrivé, et maintenant, il faut mettre ça en route. Et il le met en route, et il devient un docteur je sais tout, qui est une... Enfin, son expérience est réussie, est exemplaire. Les contes sont des histoires exemplaires. Donc, c'est par là que ça passe. Et il est possible, il faut avoir les outils pour ça. Mais vous les avez, vous, ces outils. C'est le paradigme lui-même qui est intéressant. C'est-à-dire, c'est à partir de l'infini. On peut regarder sa vie à partir de l'infini de soi-même. Tout ce qui arrive peut être regardé à partir de l'infini de soi-même. Et ça change tout. Parce que vous avez le vrai sens des choses. Un sens vibratoire qui, pour vous, est dans l'évidence d'une qualité qui s'y reconnaît et qui est à même de le porter. Vous voyez, quel hypnothérapeute vous êtes? Vous pourriez demander à votre être. Moi, je pense que vous êtes tous des hypnothérapeutes. Peut-être que je me trompe complètement. Hein, mais voilà. Donc, le savoir à partir de ce lieu du cœur par commodité, enfin de ce lieu aligné. Si dans un alignement, ça vous était donné. Vous voyez? Première chose,
Ensuite, une fois que c'est éveillé, alors le mettre en œuvre. D'une certaine manière, l'éveil, c'est de l'ordre du roi dans les contes. Il y a toujours un roi qui donne la direction. Dans notre vie, c'est l'intellect. L'intellect qui donne la direction de notre vie et qui évalue les désordres ou les manques et qui formule des demandes. Le roi formule des demandes. Et il dit au héros, allez, là le roi, dans l'histoire que je vous ai lue tout à l'heure, il demande que sa montagne, il faut arriver au sommet de la montagne de verre pour aller chercher l'or qu'on peut y trouver. Et qui va, c'est pas lui qui va y aller. Donc, un héros pour y aller, allez, je donnerai ma fille à qui ira là-haut. Donc le héros, il va reprendre la demande du roi, qui est impossible. Il va la reprendre, mais il va la reprendre à partir de l'infini de lui-même. S'il ne la reprend pas avec un infini de lui-même, il ne va rien faire, il ne pourra rien faire. Vous voyez, là, dans l'histoire que nous avons vue, c'est dans l'amour pour la princesse. Et avec l'amour de la princesse, c'est avec cet infini-là qu'il y va sur la montagne. Et ça change tout. Alors après, on est dans l'aventure de l'infini de nous-mêmes, dans la confrontation au monde, dans la confrontation aux formes. Vous voyez ? Et pour cet infini, aucune forme n'est une limite. Aucune forme n'est un obstacle. Regardez, pour un musicien, apprendre le violon, c'est pas facile. Le violon, ça prend du temps. Est-ce qu'on dit qu'apprendre du violon, ce ne sont que des obstacles? Pas du tout. C'est l'apprentissage nécessaire pour ensuite se servir de cet instrument qui est plein de difficultés, en effet, comme un moyen d'expression. En réalité, le monde des formes, le monde de l'incarnation, n'est qu'un monde d'expression. Ce sont nos moyens d'expression. Ces soi-disant obstacles qui nous arrêtent sont vus à partir de la partie infinie de nous-mêmes, bien sûr, sont nos moyens d'expression à venir. Et il y a une manière de solliciter l'infini de soi-même, donc sur un projet, une direction d'un roi, une direction éveillée d'un roi, un héros va confronter tous les obstacles avec l'infini de lui-même. Et il va absorber tous les obstacles et élargir sa capacité d'intervention, sa capacité de réalisation. Ça, c'est le héros, mais il y a une troisième fonction dans le conte qui est la fée. La fée, c'est la magie. Vous voyez ? Regardez dans l'histoire, la montagne s'est ouverte. Ça, c'est la fée. Personne n'y avait pensé. Vous voyez ? Aller chercher... Et elle donne le passage pour aller chercher l'échelle. Première manifestation de la fée. Une deuxième, c'est la vision que la princesse va avoir. Tout à coup, le point faible de l'usurpateur. Tant que ce n'est pas là, il n'y a rien. Mais une fois que c'est là, alors tout est possible. Comme lorsqu'on a une inspiration. La fée dans notre vie, c'est l'inspiration. Avec l'inspiration, on fait les choses autrement. On fait les choses avec une énergie, avec une présence, avec une... Là, on sent bien que la comparaison avec l'artiste est vraiment intéressante. Un artiste, c'est très difficile, mais il n'a pas d'obstacle. Lui, il n'y a que des défis. Et il doit avancer. Et il attend les ouvertures. Son expérience, son aventure, c'est d'exprimer l'infini, de faire sentir l'infini avec des moyens limités, d'une certaine manière. Avec du limité, il va faire ressentir de l'illimité. Et pourquoi on ne laisserait ça qu'aux artistes? Non, franchement. Notre vie, c'est ça. Mais ça, on ne croit pas pour notre vie. On se dit, ah ben non, c'est pas possible. Ma vie, elle est difficile, j'ai eu des blessures, machin, etc. Non, mais vous pouvez tout à fait. C'est la magnifique proposition de cet univers-là. C'est un univers de sagesse, en fait. Ça va pour la
Thérapie par les contes, c'est un peu sommaire, bien sûr. Tout reprendre à partir de l'infini de soi-même. Une autre question? Oui, est-ce que Grimm lui-même, ce que je ne connais pas du tout, enfin, très très mal en fait, j'ai codé ses contes, et est-ce que Grimm lui-même avait cette... il y allait intuitivement pour écrire ses contes, c'était un peu une Alors, question de... déjà, c'est deux frères, les frères Grimm. Ah, d'accord. C'était des grammairiens, comme littrés. D'ailleurs, ils faisaient un dictionnaire, comme l'équivalent du littré, en langue allemande. Et ils ont cherché des spécimens de langue, des patois, etc. Ils faisaient un dictionnaire sur la langue allemande. Et c'est comme ça, ils ont rencontré les conteurs, ils ont découvert ces histoires, et ils les ont collectées. En étant assez fidèles, ils avaient des conteurs très, très pointilleux, voilà. Alors, ils ont un peu arrondi, c'est un peu... la parole orale a été reprise un peu par écrit, un peu. Mais c'est assez fidèle, c'est une belle collecte. Parce que ce sont des histoires de la sagesse populaire qui appartiennent au folklore. Autrefois, au moment des grandes fêtes, les conteurs venaient raconter, dans les veillées, venaient raconter ces histoires. Ils venaient raconter les mythologies, en fait. Vous voyez ? Pour permettre aux gens, dans les difficultés de leur existence, qu'ils se ressourcent, pour leur permettre de se ressourcer dans ces clés de sagesse. Ce sont des clés de sagesse qui sont données. Un conte, c'est une problématique et son schéma de résolution. Et le schéma de résolution, il est toujours... il a une sagesse profonde. Des mythologies est née la philosophie, vous voyez. Et les philosophes faisaient, à partir des grands mythes, travailler leurs élèves avec des pratiques. Par ailleurs, des mythologies, en des cénacles restreints, on se racontait les mythes et on racontait la sagesse des mythes, donc les recettes. Vous voyez ? Moi, la particularité de mon travail, ça a été de reprendre les contes et de donner à faire des pratiques derrière. Vous voyez, de ce conte-là, on peut élaborer une pratique très précise. Porter une pratique de la vision des obstacles. Un obstacle, en hypnose, on connaît ça. En hypnose, on sait bien qu'à se focaliser sur un obstacle, on finit par croire qu'il n'y a que ça, alors qu'il y a plein d'autres choses. Vous voyez ? Et on réoriente l'attention, on détourne l'attention, on essaye de la... Voilà. Eh bien, regardez là. C'est une réorientation de l'attention remarquable, ce conte. Mais regardez comment il l'enseigne. Il dit que cette chose monstrueuse, un usurpateur là, en plein, au cœur du projet qui a tout notre cœur, non ? C'est une monstruosité. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça ? Comment réorienter votre attention ? Vous voyez ? Donc en hypnose, vous feriez réorienter l'attention du patient pour arriver à l'aborder autrement. Le conte, là, nous dit, par l'infini de vous-même, dans le scandale où vous êtes, questionnant sur ce scandale, comment cela finira-t-il un jour ? Non ? C'est ça, c'est là qu'elle est, la princesse. Comment cela finira-t-il un jour ? Comment mon père pourra-t-il savoir ce qui se passe sous sa montagne ? Vous voyez ? Juste ça, cet infini-là, d'une certaine manière, il regarde jour après jour les éléments du scandale. Non ? Et un jour, soudain surgit la vision du point faible. C'est-à-dire, apparemment, Cric-Crac est tout-puissant. Et il n'y a que Cric-Crac. C'est-à-dire, la réalité de la situation, c'est la puissance de Cric-Crac. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça ? Il vous tue si vous bougez. Il vous tue. Donc, vous ne pouvez que
Mais avec votre infini, avec votre indignation infinie, même si votre esprit semble être complètement pris, cet infini, lui, n'est pas pris. Vous voyez? En termes de réorientation de l'attention. Donc c'est vrai que votre mental, il est complètement pris et focalisé sur la toute-puissance de Cric-Crac. Mais votre infini, lui, l'indignation, elle n'est pas prise. Et c'est elle qui, soudain, voit qu'il ne coupera jamais sa barbe. Ce qu'elle n'a pas vu tout de suite. Un jour, elle l'a vu. Donc, ce qui montre bien qu'il y a eu un déclic. Ce qui montre bien qu'il y a eu une réorientation de l'attention. Vous voyez? Réorientation de l'attention par l'infini. Donc, c'est une clé vraiment intéressante pour ça. Parce que c'est ça qui se passe. Autre chose? Oui. La dernière fois, la dernière soirée, on parlait de la multiple personnalité qui nous habite. Oui. Est-ce que les personnages des contes, finalement, c'est aussi une image de ça? C'est aussi une sorte de sélection, de mise en avant de personnalités ou de traits par rapport à d'autres. Par exemple, le fait de mettre à mort le personnage de Cric-Crac permet aux autres de s'épanouir. Et finalement, le conte pourrait être aussi comment dire, la somme de ce que l'on est. Donc on est à la fois le roi, la princesse. Bravo. Bravo, exactement, c'est ça qu'il faut faire. Mais on est le roi. On le domine, on ne le tue jamais vraiment. Ou alors on le tue. Cric-Crac? Pourquoi vous garderiez cet usurpateur qui a fait un certain nombre de choses? Vous leur prenez l'échelle. D'une certaine manière, on n'en finira jamais avec l'usurpateur en nous. Donc l'histoire, elle se conclut, elle se termine. Mais pour nous, notre aventure avec l'usurpateur ne se conclut pas. Et le conte nous alerte, il nous dit, faites attention, voilà, dans tel domaine, il y a un usurpateur, c'est sûr. Si vous n'arrivez pas à crever le plafond de vos freins, de vos limites, c'est qu'il y a un usurpateur derrière qui travaille, mais très difficile à trouver. Il n'y a que le cœur, dans son indignation, qui va pouvoir le trouver. Donc il faut pouvoir se mettre, vous voyez, c'est avec le cœur. Et nous sommes la princesse, nous sommes la princesse qui est le cœur tendre du roi, d'une certaine manière, et qui va être déchu, brisé, mais dans une colère extrême. Et le conte nous invite à passer par ça, ou à reconnaître dans notre vie ce qui peut ressembler à ça, ou qui est déjà là, comme ça. Parce qu'en réalité, ces situations-là, on les a, mais on ne les dramatise pas. Dans le miroir du conte, on est invité à dramatiser pour mettre du contraste. Peut-être que dans notre vie, on a un grand projet et au fond, on a une certaine honte que le projet ne soit toujours pas développé. Vous voyez? Mais on vit avec ça. Franchement, on peut vivre avec ça. Une honte larvée comme ça, d'un truc, d'un rêve voilà, dont on n'a jamais rien fait. Non, hein? Parce qu'on est très occupé. On a un boulot qui nous prend beaucoup, plein de problèmes à résoudre. On a des enfants, bref. On a acheté une maison, il faut refaire toute la tapisserie. Oui, on est très occupé. Donc on vit avec cette honte larvée. Mais si on se retrouve dans le miroir de la seconde, on se dit, c'est pas possible, ça pourrait être autrement. Allez, on va dramatiser. On va faire comme si cette honte, il fallait en finir. Et là, on va mettre du contraste. Dans le miroir du conte, il y a une dynamique dans les contes, pour ça, qui est formidable, qui est une dynamique de dramatisation. Parce qu'en réalité, on vit entre deux eaux, hein, l'essentiel de son existence, où les choses sont là, pas nettes, etc. Et le conte vient vraiment appel à ça. Hein. Les contes sont charmants, ils attirent en nous quelque chose. On sent bien, ils parlent à une partie inconsciente de nous-mêmes, ils parlent à nos profondeurs, et on est touché. C'est pour ça qu'il faut les mettre en pratique. Vous voyez, pouvoir mettre en pratique les contes, pouvoir faire un travail sur la vision, hein, comme le propose ce conte-là, arriver à trouver le point faible des focalisations qui nous tiennent, vous voyez, hop, pour les désamorcer.
C'est ce que propose ce conte, pour autant qu'on mette cette pratique en œuvre. Donc des pratiques derrière les contes, c'est ça qu'il faut faire. Ça ne suffit pas sinon. C'est pour ça, d'ailleurs, et on utilise beaucoup les contes comme métaphore. Et ce n'est pas suffisant, parce que c'est nous-mêmes en réalité. Et nous-mêmes dans un contexte précis. Là, vous voyez, c'est le contexte d'un projet. Le chaboté, c'est le contexte d'un accomplissement impossible. C'est-à-dire, on ne pourra jamais prendre de l'accomplissement de tout le monde, on ne pourra jamais faire comme tout le monde, c'est-à-dire prendre place socialement avec l'héritage qui vient de nous échoir. Mon frère a eu le moulin, l'autre a eu l'âne, ils peuvent bosser ensemble, mais moi avec le chat, c'est tout, il n'y a pas assez. Donc, quand j'aurai fait un silet de mon chat, il me restera de faire un manchon de sa peau. Voilà. C'est tout, c'est rien. Alors que l'héritage, c'est le moment de prendre place socialement. Vous voyez ? Donc, pour celui qui est mal nanti, pour s'accomplir, le conte dit « Occupez-vous du grand accomplissement auquel vous n'avez jamais pensé, certainement. Hein, vous pensiez peut-être en termes d'être meunier. C'est tellement mieux d'être roi, franchement. Eh oui. Vous voyez ? C'est-à-dire, si je ne peux pas être meunier, c'est le moment ou jamais de penser comment devenir roi. Avec un infini de moi-même, l'infini du chasseur en l'occurrence, dans le chaboté. On a des qualités infinies qui peuvent nous ouvrir la voie. Donc des pratiques derrière.